à Madame Pramila Patten. Madam President, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité. Lorsque le mandat a été créé, il y a près de 17 ans, la violence sexuelle liée au conflit a été décrite en tant qu'un des plus grands silences de l'histoire et un des crimes de guerre les moins condamnés au monde. Le Darfour, l'est de la RDC, était l'épicentre de cette crise. Et pourtant, aujourd'hui encore, il existe encore des risques de protection et la RDC est un exemple qui prouve que grâce à une collaboration politique, grâce à une prise en charge nationale et grâce à une collaboration internationale, il est tout à fait possible d'inverser le cours de l'histoire pour opter vers le progrès. Un silence peut être levé et des crimes peuvent être condamnés. Avec 35 porteurs d'armes condamnés pour violences sexuelles l'année dernière et des réparations pour des rescapés, conformément à des décisions de justice. L'aide médicale en moyen de subsistance psychosociale a été fournie à pas moins de 45 000 rescapés déplacés et plus de 1000 enfants nés du viol ont été reconnus et enregistrés. Si tout cela est possible en République démocratique du Congo, une situation qui ne pourrait pas être plus complexe à vrai dire, alors aucun dirigeant, aucune dirigeante ne peut revendiquer que les changements sont impossibles. Dans le rapport dont nous sommes saisis aujourd'hui, le secrétaire général note une tendance à la baisse pour les cas attribués à la police nationale congolaise ces 5 dernières années. Cette trajectoire suit le travail concerté du gouvernement avec mon mandat pour renforcer la redevabilité et pour établir des feuilles de route consacrées au secteur de la sécurité. La radiation de la police nationale sera donc examinée lors du prochain cycle d'établissement de rapports à la lumière des progrès soutenus dans l'exécution des engagements. Je salue le courage politique de la République démocratique du Congo, tout premier pays directement touché par ce fléau à convoquer ce débat public. C'est un précédent positif, un exemple positif pour ceux qui ferment les yeux sur la violence sexuelle. Des progrès difficiles ont été enregistrés pour en interrompre le cercle vicieux de la violence et de l'impunité, le remplaçant par un cercle vertueux de reconnaissance et de réaction. C'est une source d'inspiration de voir que la séance d'aujourd'hui est présidée par son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo, toute première femme à être à la tête du pays. De même, nous rappelons au Conseil qu'en 2017, les forces armées de la Côte d'Ivoire ont été radiées de l'annexe au rapport annuel du secrétaire général après avoir respecté les résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, c'est un exemple intéressant de ce qui peut être fait grâce à une collaboration avec mon mandat et grâce à une bonne volonté politique visant à honorer la promesse du droit international en empêchant la répétition de ces crimes. Plus récemment, mon mandat a soutenu l'armée nationale somalienne afin de mettre au point un ordre de commandement sur la violence sexuelle liée au conflit. Une mesure préventive indispensable qui se traduit en des engagements nationaux et qui les traduit en des directives opérationnelles claires. Madame la Présidente, la promesse du droit international n'a jamais été plus pertinente et n'a jamais été plus mise en péril. Le rapport appelle à réagir face aux nouvelles réalités de la guerre. Encore une fois, c'est une réflexion d'un monde en crise, fait de conflits qui s'aggravent, de dépenses militaires en plein essor, 3 000 milliards de dollars par an. Un niveau record de déplacements forcés, une aggravation des fractures géopolitiques, une réduction de l'espace civique et une multiplication des représailles pour les défenseurs, défenseuses des droits des femmes et journalistes qui mettent en pleine lumière toutes ces atrocités. En plus de cela, il y a l'érosion du respect des droits humains, y compris des retours de manivelle virulents contre l'égalité femmes-hommes. Lors de la deuxième partie du XXIe siècle, une logique de droite
empêche les progrès vers l'égalité et la justice. Et dans ce contexte, le rapport annuel du secrétaire général documente 9788 cas de violences sexuelles liées au conflit vérifiés par l'ONU en 2025. Plus du double du nombre enregistré l'année prochaine. Et pourtant, ces chiffres ne présentent pas toute l'ampleur, toute la magnitude de ce phénomène, puisqu'il y a des sous-signalements. Les données ne représentent que les cas que l'ONU a pu vérifier, malgré les limites liées à l'accès, l'insécurité, l'effondrement des systèmes de soins, les retraits d'émissions et en dépit des stigmatisations sociales profondément ancrées. Le bilan est bien plus lourd, avec des humanitaires sur le terrain qui estiment que pour chaque cas qui est enregistré dans une clinique, il y a 10 cas non signalés et non pris en considération. Toutes les informations sont présentées conformément aux normes établies à l'ONU sur la sûreté, la confidentialité et la protection des rescapés. Le rapport présente uniquement les incidents, les tendances vérifiées, et ce, sans l'ombre d'un doute, respectant stricto sensu une méthodologie rigoureuse portant sur le temps et l'espace pour que l'accent puisse être mis sur le fond des violences et des violations et sur les mesures de prévention au lieu de débattre de leur véracité. C'est indispensable pour combler le gouffre entre ce qu'il se passe dans les faits et le droit. Le rapport porte sur 21 situations avec des tendances de viol en groupe, d'esclavage sexuel, de mariage forcé, de traite en tant que tactique délibérée de guerre, de terreur, de torture et de répression politique, dont se sont rendus coupables des acteurs étatiques et non étatiques, avec notamment des extrémistes violents et des groupes terroristes. Le nombre le plus élevé de cas vérifiés par l'ONU a été enregistré en République centrafricaine, en RDC, en Colombie, en Haïti et au Soudan. Chaque affaire nous raconte deux histoires. L'histoire d'un système en plein échec qui ne protège pas les civils en danger et l'autre récit d'un climat d'impunité qui encourage les coupables. Les femmes et les jeunes filles demeurent une cible privilégiée représentant environ 90% des victimes chaque année. Les hommes et les jeunes garçons ont été particulièrement victimes de violences sexuelles en détention en tant que forme de punition, d'humiliation afin d'extraire des informations et de forcer des confessions. Les personnes handicapées et les LGBTQI+, ont été particulièrement soumis à la persécution, à des atteintes, sans oublier bien évidemment les formes de discrimination multiples. L'âge des victimes allait entre 1 et 70 ans. Près de 3000 de ces cas ont été commis contre des enfants, représentant une augmentation de 37% par rapport à l'année dernière, infligeant des traumatismes générationnels persistants. Ces actes ne sont pas le fruit du hasard, cela fait partie de toute la panoplie de l'agression militaire et de la terreur. Ces outils sont utilisés pour promouvoir des desseins géopolitiques, forçant des déplacements, punissant des opposants perçus, modifiant la démographie et déchirant des familles, des communautés, éradiquant des avenirs. Ces crimes ruinent des vies et alimentent les conflits. Ils ne peuvent plus uniquement être perçus comme des dommages collatéraux ou comme des excès opportunistes, aléatoires de certains renégats qui profitent de la guerre. Non, ce sont des attaques préméditées contre la dignité humaine, la cohésion communautaire et la sécurité collective. Ce sont certaines des violations les plus graves du droit international et humanitaire, pour lesquelles il ne peut y avoir en aucun cas amnistie ou immunité. Dans certains contextes, nous observons des tendances alarmantes, comme des femmes et des jeunes filles réfugiées ou déplacées qui sont exposées à des risques accrus, notamment d'enlèvement et de traite, avec des ramifications pour la sécurité régionale. On estime qu'une femme déplacée ou réfugiée sur 5, en contexte de conflit, est victime de violences sexuelles. Et pourtant,
moins d'1% de l'assistance humanitaire est consacrée à cette problématique. La violence sexuelle, y compris la prostitution forcée et la traite de personnes, continue d'être une caractéristique, un trait chronique de l'économie politique de la guerre utilisée pour affirmer un contrôle sur un territoire revendiqué et sur des ressources naturelles lucratives. Dans le monde numérique, la violence sexuelle est utilisée dans le cadre de stratégies visant à générer des revenus pour des groupes armés avec des menaces explicites sur le plan sexuel qui sont utilisées pour prendre pour cible ou bâillonner des activistes femmes en ligne. Les incidents de violence sexuelle se généralisent bien sûr et sont en outre plus graves avec une violence physique extrême, avec notamment des meurtres pour réduire au silence des victimes avant qu'elles ne témoignent. Des victimes qui se sont aussi suicidées après ces agressions. Des agressions qui souvent ne font pas l'objet de solidarité et de soutien, mais bien de stigmatisation sociale. En Haïti, une jeune femme de 19 ans a été violée par un groupe en 2023 et s'est suicidée après avoir été violée à nouveau en 2025, dans un contexte inexorable de peur. La prolifération illicite des armes légères et de petit calibre continue d'alimenter la violence sexuelle dans 70 à 90% des cas. Le système de justice formelle demeure inaccessible pour un grand nombre de rescapés parce que souvent il n'y a pas suffisamment de sécurité, pas d'assistance juridique, les tribunaux sont trop loin et dès lors on recourt aux moyens de règlement des différends traditionnels ou coutumiers qui souvent prescrit un mariage entre la victime et le coupable en tant que solution. Le niveau de respect des obligations par les parties belligérantes demeure très bas, avec notamment des sanctions ciblées qui sont nécessaires pour rendre ces crimes plus difficiles à assumer. Le rapport établit une liste de 77 parties dans l'annexe, 62 n'étant pas des acteurs étatiques. Plus de 65% des coupables récidivistes, c'est-à-dire qui apparaissent sur la liste depuis plus de 5 ans, n'ont pas pris de mesures pour rectifier le tir. Conformément aux dispositions de la résolution 2242 de 2015, ces parties ne peuvent en aucun cas contribuer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en tant que pays fournisseur de troupes et de contingents de police. Parmi les nouveaux acteurs placés sur la liste, il y a des acteurs non étatiques de RDC, d'Haïti et 2 acteurs étatiques d'Israël et de Fédération de Russie. L'année dernière, les 2 États parties ont reçu une notification due aux préoccupations liées à la protection, avec notamment des tendances de violence sexuelle et des refus systématiques d'accès des acteurs de surveillance indépendants de l'ONU. Le secrétaire général s'est entretenu avec les 2 parties, a envoyé une communication officielle le 11 août 2025 disant que des mesures étaient nécessaires avec une cessation des violations, un accès pour les acteurs de surveillance de l'ONU, une politique de tolérance zéro, de la prévention, justice, redevabilité et non-répétition. Malheureusement, les violations ont continué, les conflits aussi, et nous n'avons pas enregistré le moindre progrès tangible. Dans le cas des forces de sécurité et armées israéliennes, des tendances de violence sexuelle et de viol, surtout dans les contextes de détention, mais aussi au point de passage, et lors des opérations, ont augmenté dans le cadre des cas vérifiés en dépit de pression exercée sur les victimes pour ne pas procéder à des signalements. Les forces armées russes continuent d'être impliquées dans des vagues de violences sexuelles, surtout contre des prisonniers de guerre et des détenus civils, mais aussi pour des civils vivant dans des territoires temporairement occupés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Madame la Présidente, je ne vais pas y aller par 4 chemins. La liste n'a pas pour objectif d'être un instrument politique, ce n'a jamais été l'objectif, c'est un outil de protection. Une inscription sur la liste, ce n'est pas une fin en soi, mais une possibilité de coopération. Je garde ma porte ouverte pour toutes les parties afin qu'elles puissent adopter et mettre en œuvre des engagements assortis de délais afin de renforcer la prévention, la supervision, la protection, la justice et l'application du principe de redevabilité. L'objectif n'est pas tout simplement de documenter et d'attribuer des violations. Non, l'objectif est de mettre fin à ces violations.
Dans le même ordre d'idées, nous ne rédigeons pas ces rapports tout simplement pour décompter le nombre de victimes. Nous rédigeons ces rapports parce que les victimes comptent sur nous. Elles comptent sur le Conseil de sécurité pour traduire la documentation en responsabilité, les droits en protection et pour traduire les atrocités en assistance, afin d'ouvrir la voie à la paix et afin de mettre fin aux destructions de la guerre. Derrière les données, les histoires sont différentes et nombreuses, mais la même vérité revient. Le problème n'est pas l'inadéquation du droit international, le problème c'est l'exécution, la mise en œuvre. Le rapport, en fin de compte, est une kyrielle de corps brisés, de vies détruites et de droits violés. À chaque violation, une promesse n'est pas tenue. Surtout la promesse qui dit que même la guerre a des limites et que le droit international protégera les civils face aux effets des hostilités. Et dès lors, la question que l'on peut poser est la suivante. Est-ce que les civils et les rescapés peuvent compter sur le Conseil en Haïti où les viols généralisés sont partout en tant qu'outil de contrôle territorial et de châtiment collectif, où des enfants ont été violés face à leur famille, notamment 3 jeunes garçons entre 9 et 12 ans qui ont été violés avec leur mère et leur grand-mère. Ou au Soudan, où des femmes et des jeunes filles ont été violées dans la rue et dans des lieux publics et continuent d'être la cible d'agressions sexuelles sur la base de leur identité ethnique, avec des insultes raciales et des discours de haine utilisés pour déshumaniser les victimes lors des attaques des forces de soutien rapide. Après cela, les rescapés et les enfants nés du viol ont été la cible d'un abandon total alors que le système humanitaire n'a plus de ressources. Dans l'est de la RDC, où une femme de 20 ans a été enlevée par un groupe armé, a été détenue pendant plusieurs mois, a été violée à plusieurs reprises, puis a contracté le VIH. Ou au Myanmar, où une femme a été violée lors d'une attaque militaire et s'est échappée pour être confrontée à une réalité plus cruelle encore, des cliniques fermées, des travailleurs sanitaires harcelés et un choix difficile entre une souffrance dans le silence ou un risque de représailles. En Ukraine, où des centaines de cas de violences sexuelles liées au conflit ont été vérifiés, y compris pour un prisonnier de guerre qui a, pendant des années, été la victime de tortures sexuelles après sa capture en 2022 jusqu'à sa libération en 2025. En Israël, où une femme, otage du Hamas, dans des conditions indescriptibles, a fait état de plusieurs cas de violences sexuelles lors de sa libération en janvier 2025, ou dans le territoire palestinien occupé, où des détenus palestiniens, hommes, ont subi des blessures physiques graves après des cas de violences sexuelles et souvent sans le moindre traitement médical. Madame la Présidente, ces crimes se trouvent à l'intersection entre l'impunité et la déshumanisation. Nous vivons dans un monde où, au quotidien, l'humanité est mise au défi. Au lieu de mettre en œuvre des normes, nous normalisons la brutalité. Au lieu de défendre des processus vitaux, nous éliminons les financements de programmes vitaux. Au lieu de punir ces crimes, on observe une augmentation de la persécution de ceux et celles qui osent les dénoncer. Il y a 80 ans, l'ONU était créée pour remplacer le droit du plus fort par la force du droit. Nous ne pouvons pas nous permettre une inversion des droits, où les droits humains, l'égalité, le respect pour la diversité sont bafoués et où, en un claquement de doigts, des institutions sont démantelées. Bien évidemment, le Conseil de sécurité et le monde a du mal à se mettre d'accord sur certaines questions, mais la fin de la violence sexuelle dans les situations de conflit ne devrait pas faire partie des pommes de discorde. Le Conseil doit agir. Cela est exprimé dans pas moins de 6 résolutions spécifiques. Désormais, il faut une volonté politique de tous les instants, des ressources pour traduire ces promesses en réalité. Il faut une protection, une assistance et il faut combler les lacunes en termes de redevabilité. Et j'aimerais vous présenter 3 grandes recommandations, telles que figurant dans le rapport. Une feuille de route pour renforcer notre riposte collective. Tout d'abord,
L'architecture créée à l'unanimité par le Conseil de sécurité est plus nécessaire que jamais à l'heure actuelle, avec notamment les conseillers et conseillères pour la protection des femmes, WPA, qui utilisent les analyses, la surveillance et les rapports en tant que base pour l'action et qui permettent d'articuler notre collaboration avec les parties belligérantes pour des mesures préventives. Même si tout cela figure dans les mandats liés au conflit, les conseillers WPA ne sont déployés que dans 5 des contextes couverts par le rapport. Alors qu'au moment de la publication, il était question de 9 contextes. Il faut s'assurer que les autorisations liées au mandat et que les renouvellements des mandats des missions de l'ONU et que les transitions et les retraits des missions incluent des dispositions portant sur la violence sexuelle liée au conflit et accélèrent le déploiement de WPA conformément aux dispositions de la résolution 2467 du Conseil de sécurité, une résolution de 2019. Deuxièmement, il faut investir sur le long terme dans des services multisectoriels. C'est essentiel pour créer un environnement propice à l'établissement de rapports par les rescapés et pour que les rescapés obtiennent réparation, notamment grâce à notre fonds multipartite CRSV. Le réseau de coordination interagences que je préside a permis de mettre un coup de projecteur sur ces questions grâce au plaidoyer, à l'établissement de connaissances et grâce à des opérations catalytiques conjointes sur le terrain. Grâce à 70 projets vitaux dans 20 conflits, le réseau d'action de l'ONU a aidé des milliers de rescapés en Ukraine, en RDC, au Soudan du Sud, au Darfour, en Somalie et d'autres lieux. Des lieux qui autrefois étaient invisibles et inaccessibles. Ces projets utilisent des technologies numériques pour des entretiens sûrs et confidentiels, ont utilisé des cliniques mobiles pour aider les rescapés dans les régions les plus instables et les plus isolées. L'action de l'ONU a permis de collecter des pratiques optimales, a permis de tirer des enseignements et de les traduire dans un pôle de connaissances unique au plan mondial pour informer les interventions en première ligne. Et troisièmement, nous devons traduire la politique de tolérance zéro en des conséquences tangibles pour ceux et celles qui commettent, coordonnent ou permettent ces crimes grâce à la justice, la redevabilité, la supervision et les surveillances et les vérifications. Trop de dirigeants politiques et militaires demeurent au-dessus de la loi alors que les femmes et les jeunes filles ne sont pas protégées par la loi. Trop de coupables continuent à être dans les couloirs du pouvoir au lieu de croupir dans les cellules d'une prison. Il est temps de remplacer l'impunité par l'unité. Il est temps de se départir du déni ou de faire l'autruche. Il est temps de cesser les narratifs politiques et les levées de boucliers factices afin d'assumer nos responsabilités pour ces souffrances humaines qui ont été possibles malgré notre œil attentif. En termes de redevabilité, l'équipe d'experts sur l'état de droit a soutenu la réforme législative, a formé des représentants des forces de l'ordre et a assuré que la violence sexuelle liée au conflit était prise en considération dans les processus de justice transitionnelle. Il y a des lueurs d'espoir, notamment en Colombie, où des commandants ont été condamnés pour crimes de guerre, notamment violences sexuelles. En Irak aussi, où plus de 2500 demandes de réparation ont été approuvées au titre de la loi sur l'appui aux rescapés femmes yézidis. Et alors que les coupes sont nombreuses et que les marches arrière aussi, il est important de se souvenir que, quelles que soient les décisions de financement politique, les droits, les besoins, les mandats, les lois demeurent. Et dès lors, nous devons rester résolus dans le respect de ces lois et droits. Je remercie tous les États membres et les organisations régionales qui ont prouvé leur soutien en faveur de notre mandat. Il y a, à l'heure actuelle, 117 plans d'action nationaux et 13 plans régionaux sur les femmes et la paix et la sécurité, couvrant plus de 2 milliards de femmes et de jeunes filles au plan mondial. Vous pouvez compter sur mon mandat. Nous continuerons à faire notre travail pour renforcer la prévention de la violence sexuelle liée au conflit et nous continuerons à articuler cette riposte en tant que pilier fondamental de la consolidation de la paix. Même si, pendant mes 10 années à tête de ce mandat, j'ai vu des horreurs sans nom, je demeure inspiré par la résilience des rescapés, leur foi dans l'état de droit. Je l'ai vu de mes yeux, des rescapés se transformer en dirigeantes. L'isolation,
L'isolement se traduisant en solidarité, les réparations deviennent une réalité et le courage l'emporte sur la cruauté. Mais je sais aussi que le droit international ne s'exécute pas tout seul. Il exige une clarté morale et un courage politique afin de le mettre en œuvre sur le terrain. Immédiatement, pas demain. La Charte des Nations Unies et l'agenda Femmes et Paix et Sécurité sont notre meilleur espoir d'un monde meilleur, notre dernier espoir, où des corps ne sont plus utilisés, abusés sur les champs de bataille et où des civils ne subissent pas l'ombre de la violence, mais sont bien couverts par la force de la justice. Je vous remercie. Je remercie Madame Paten pour son exposé.